Bonjour et bienvenue dans le podcast Art Éco Vert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Donc bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Élodie Carpentier sur le podcast Art Éco Vert. Je précise aux auditeurs qu'Élodie n'est pas venue seule, elle a son petit nourrisson de 2 mois, donc vous allez peut-être entendre des bruits. Bonjour Élodie. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Alors Élodie, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer comment vous en êtes arrivée à proposer de la couleur végétale dans des cosmétiques ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Élodie Carpentier. Je suis la cofondatrice de la maison Le Rouge Français. Donc, Le Rouge Français, c'est une marque qui sublime les femmes avec la couleur végétale. Effectivement, on va être sur une innovation puisque 99% du marché aujourd'hui utilise de la couleur, des pigments qui sont issus de la synthèse chimique. Pour les 1% qui restent sur le marché, en maquillage et en beauté, on utilise du minéral. Donc, notamment, dans les formules, vous avez constamment du mica, qui est aussi une ressource qui est extraite du sol et qui n'est pas durable. Donc ici, la couleur végétale est vraiment innovante, puisque on utilise une alternative qui est complètement durable, puisque voilà, une plante se replante. Donc, on va être sur un ingrédient qui est éco-responsable. Donc moi, je suis ingénieure en biotechnologie et j'ai créé cette marque quand j'étais enceinte de mon premier bébé, puisqu'effectivement, vous avez notifié qu'il y en a un qui vient de naître. J'ai aussi une fille et qui a quelques années, qui a 6 ans maintenant, on a commencé la recherche et développement et donc j'ai breveté cette innovation. Donc en tant qu'ingénieure en biotechnologie, j'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie pharmaceutique. Et en fait, là, l'idée, c'était de pas faire de compromis pour sa santé. Quand on est enceinte, on fait attention à tout ce qu'on mange, à tout ce qu'on se met sur la peau. Et effectivement, c'était de plus faire de compromis pour ma santé et celle de mon enfant. Ma passion vraiment pour cette industrie pharmaceutique que j'ai rejoint voilà quasiment toute ma vie. Donc ce combat pour la santé de la femme et de l'homme, bien sûr. Et aussi ma passion pour la botanique, donc les ingrédients issus des plantes et cette belle aventure autour de la botanique. D'accord. Voilà. Et qui vous a formé, Élodie, du coup, sur la couleur végétale ? Enfin, comment vous avez fait le lien entre tiens, les plantes peuvent donner de la couleur, je l'associe et je vais créer une marque de cosmétiques. Alors, effectivement, j'étais pas formée du tout puisque j'étais, vraiment issue de l'industrie pharmaceutique, du médicament. Et en tant qu'ingénieure, j'étais vraiment sur des process pharma et aussi du bâtiment même, puisque j'ai travaillé sur la construction de bâtiments de production pharmaceutique et de laboratoires de recherche et développement. Je suis tombée dedans vraiment par cette passion de la botanique et c'est ma maman qui m'a formée sur les plantes sauvages comestibles. On mangeait bio déjà à la maison depuis toute petite, mais c'est aussi une rencontre parce que les plantes et notamment la couleur végétale qui vient de plantes tinctoriales, c'est très spécifique. Il y a très peu d'experts dans ce domaine, on va dire que je me suis beaucoup renseignée sur l'histoire, puisque finalement, oui, j'ai breveté, mais j'ai rien inventé, puisqu'on utilise la couleur végétale depuis des millénaires, et notamment en Égypte antique, Cléopâtre sublimait déjà ses lèvres avec la garance. Donc, je n'ai rien du tout inventé. Et cette rencontre, c'est une personnalité que vous avez interviewée dans votre podcast, qui est très connue de votre communauté Art Éco Vert, qui est Dominique Cardon. Donc cette rencontre et cette innovation, je la dois à ma mentor, qui est Dominique, que je remercie si elle m'entend aujourd'hui sur ce podcast, parce que elle m'a tout appris. Et c'est vrai qu'elle est émérite grande scientifique au CNRS,
Elle a voyagé partout dans le monde à travers ces différentes cultures ancestrales et elle m'a beaucoup appris et c'est elle qui m'a formée. D'accord, génial. Est-ce que vous pouvez maintenant nous présenter le rouge français, la genèse, où vous êtes implanté, quand est-ce que ça a été créé, les produits que vous avez, etc. Parce que je suis allée voir votre site internet. Franchement, il y a des pépites à chaque page, des infos sur les plantes, des trucs. Enfin, j'étais comme une dingue. Donc, j'ai hâte que vous nous racontiez. Bien sûr, oui, on a à cœur de mettre en avant les plantes tinctoriales, la couleur végétale. C'est vraiment notre monde, notre univers. On est devenu expert de la couleur. En beauté et donc effectivement on a démarré avec cette recherche et développement assez intense puisque il a fallu développer tous les process, hein, rien n'existait donc pas mal d'années, pas mal d'itérations, on appelle ça le lean, hein, l'amélioration continue. Où on a pu effectivement partir au tout début sur des POC, des preuves de concept. Ah voilà, vous l'avez entendu. Concept. Avec notamment comment dire un triptyque hein, qui est très important pour nous, qui est les teintes, les tenues et les textures. Donc il a fallu inventer tous ces process pour avoir des critères à l'équivalent du conventionnel issu de la chimie, avec des teintes qui soient très variées, qui reflètent aussi le goût des consommateurs. Donc il a fallu développer finalement un Pantone avec ce que la nature nous offre, des tenues qui demandent des process d'itération en termes qualité pour avoir aussi des produits de maquillage qui tiennent dans le temps et qui ne soient pas à durée éphémère, et des textures qui soient aussi pas trop sèches, puisque en plus d'utiliser cette innovation et d'avoir développé les process, mais aussi les formules de produits finis, on a en fait un certificat des audits sur le bio. On appelle ça en soins et hygiène et maquillage Cosmos. C'est une charte en fait, Cosmos organique, qui va vous permettre après cet audit de qualité d'obtenir un label. Donc nos produits sont certifiés bio, et souvent dans le bio et dans le maquillage, les textures sont très sèches. Donc au début, c'était compliqué et il a fallu faire des itérations pour avoir une texture semi-satinée qui soit vraiment à l'équivalent aussi du conventionnel. Donc ça c'est vraiment la marque qui sublime les femmes avec la couleur végétale, qui est certifiée bio, qui est aussi vegan, donc sans ingrédients issus des animaux ou sous-produits des animaux. Donc encore une fois, on met à l'honneur la plante dans notre innovation, mais aussi dans tous les ingrédients de la formule. Par exemple, en couleur, et je pense que vos auditeurs le savent, on utilise parfois des insectes écrasés qu'on appelle la cochenille, qui donne un très beau rouge, mais qui malheureusement n'est pas vegan. Donc pour avoir ce label qui est certifié par la PETA, on n'utilise aucun ingrédient issu de ces cochenilles. On n'a par exemple pas de cire d'abeille, qui est pas un produit animal mais un sous-produit des animaux, et du coup qui empêche aussi d'avoir cette certification. Donc on utilise notamment des cires issues du végétal, comme la cire de candélila ou la cire de riz, une céréale, tout simplement. Donc la genèse, c'est ça, c'est vraiment avoir développé tous ces processus itératifs de biotechnologie, et on appelle ça de green tech aujourd'hui, puisque le rouge français, c'est une marque de maquillage, mais c'est aussi une green tech, avec cette expertise couleur. On a notre propre laboratoire à Marseille. D'accord. En interne, qui permet aussi d'être autonome et de pouvoir développer nos innovations et de pouvoir les breveter. Ensuite, vous avez posé la question des clients, du nombre de produits. Donc effectivement, nous, notre marché, ça va être la parfumerie sélective, puisque cet univers des cultures ancestrales qui est lié à chacune des plantes se prête bien à l'univers du parfum, où on fait voyager les gens dans différents pays, différentes cultures, différents ingrédients. Ça va être aussi, de par notre nom et cette innovation qui représente l'excellence française en cosmétique, l'international. Donc on va être dans le travel retail, donc dans les aéroports. On travaille notamment avec Lagardère, dans les aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Lyon, Nice, Marseille, et aussi l'hôtellerie, où il y a beaucoup de cibles étrangères, de clients étrangers, qui apprécient cette excellence à la française et ce savoir-faire typique.
Donc on est dans les palaces et 5 étoiles, comme par exemple le Georges V, le Shangri-La, le Phuket. Mais aussi on a un accord cadre avec un contrat cadre avec le groupe Accor sur tout ce qui va être Sofitel, Ruffles, M Gallery, voilà, et Fairmont. Donc vraiment des hôtels assez prestigieux où notre clientèle va retrouver nos produits de cosmétiques dans leur chambre, en cadeau, en amenities, en format mini, ou alors dans des coffrets VIP. Donc lorsque vous avez des belles suites, ou au spa. Donc après un petit massage, on fait une remise en beauté aux plantes tinctoriales, à la couleur végétale. Waouh, canon. Vous avez créé l'entreprise quand, alors, du coup? Donc, l'entreprise, je l'ai créée en auto-entrepreneur quand j'étais enceinte, il y a 6 ans. Puis mon mari m'a rejoint dans l'aventure à ma grossesse et nous avons créé une SAS en 2017. Et derrière, on a vraiment lancé l'innovation sur le marché récemment, il y a moins de 2 ans, 2 ans et demi au plus, avec la période du Covid et notamment cette période très particulière où alors oui, les gens font plus attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils consomment et qui ont cet éveil des consciences en pleine crise sanitaire. Par contre, ils portent un masque. Et le masque avec le produit phare de la maison qui est le rouge à lèvres, c'est pas très compatible. Il y a une grosse incompatibilité. Donc, ce lancement a été progressif. La société a une très forte croissance que vraiment depuis la disparition, l'utilisation moindre du masque. Ouais. Et il a fallu aussi lancer beaucoup de produits. Vous l'évoquiez tout à l'heure, on a 60 références produits aujourd'hui parce que de 3 rouges à lèvres, il a fallu sortir du masque et lancer des mascaras, des eyeliners, des crayons pour les yeux, des blush chicken lips pour les pommettes et les lèvres. Nous avons aussi des vernis qui intègrent la couleur végétale pour être vraiment complet sur l'ensemble du teint, du visage, mais aussi de la beauté des mains. Et donc, il y a des couleurs végétales dans tous vos produits. C'est pas que votre rouge à lèvres ou votre vernis. Tous les produits. C'est incroyable. Tous les produits. On utilise énormément de plantes différentes. Donc là, on a 60 références produits, mais voilà, on utilise qu'un panel. Sinon, dans notre bibliothèque, on a plus de 250 plantes tinctoriales, que nous avons sourcées à travers le monde. Alors en source locale, en France au maximum, puisque l'idée c'est aussi de travailler avec des producteurs locaux, de pouvoir remettre au goût du jour ce savoir-faire ancestral. Vos auditeurs le savent très bien, la France c'était le premier pays exportateur de garance au monde au XVIIIe siècle. Donc c'est un savoir-faire historique qu'on remet au goût du jour. Donc c'est important de sourcer la garance en France, mais aussi l'indigo avec la persicaire. Pour nos mascaras, nos crayons pour les yeux, on utilise vraiment cet univers de noir, de bleu que nous offre la nature. Mais lorsqu'une plante est endémique d'un autre pays, par contre, on va pas la sourcer en France, on va pas la cultiver en France non plus, parce qu'il y a cette convention de Nagoya, les accords de Nagoya, et on a vraiment à cœur de soutenir tous les process qui vont à l'encontre de la biopiraterie. Pour aller sourcer notre plante dans son pays d'origine, pays endémique, par des filières éthiques et durables qui préservent la biodiversité. Donc notamment, on utilise le roucou, que vous connaissez bien, qui est utilisé aussi depuis la nuit des temps par les Amérindiens pour se protéger du soleil, des moustiques, donc qui sont déjà utilisés pour sublimer les lèvres, la peau, donner un teint hâlé, et notamment aussi utilisé au-delà des moustiques et du soleil en rite de passation, par exemple de l'âge de l'enfant à l'âge adulte. Et donc cette graine de roucou ou urucum, et d'ailleurs qui s'appelle de son petit nom arbre à rouge à lèvres. Donc c'est quand même assez magnifique, et sourcée en Amazonie ou au Sri Lanka. Pour nous, elle vient vraiment du Sri Lanka où on a des filières éthiques et durables. D'ailleurs, tous nos produits, comme ils sont certifiés bio, on va aller chercher des cultures aussi issues de l'agriculture biologique. Mais au Sri Lanka, c'est encore mieux, c'est de l'agroforesterie. On va être sur des labels qui sont incroyables, qui ont été développés par les Sri Lankais, qui s'appellent les produits jardins de la forêt, Garden Forest Products, GFP, et qui en fait
ont été établis par le gouvernement sri-lankais lors du départ des Anglais qui ont eu un problème sur les champs et les cultures de thé. Il y a vraiment une dévastation. Le pays a été dévasté par les monocultures de thé. Et donc, ces labels permettent de remettre vraiment un dynamisme autour de la biodiversité. Donc, vraiment, cet équilibre entre la faune, la flore, donc les animaux, les plantes, mais aussi les populations locales qui vivent de la culture de ces plantes. Et tout ça sous les arbres, en agroforesterie, pour avoir cet équilibre parfait. Ce label compte toutes les espèces notamment, on va dire, sous le sol, le mycélium, jusque les petites herbes, les arbustes, les petits arbres aux grands arbres jusqu'à la dernière couche de la canopée. Donc c'est très complet comme label. Wow. Ça va vraiment au-delà de l'agriculture biologique et même de la permaculture. Ah, je connaissais pas du tout. Ça a l'air. Je vais aller regarder parce que ça a l'air. C'est incroyable, oui, un très beau label et qui commence à s'implanter aussi en France. Alors après, c'est plus pour des forêts tropicales, parce qu'en forêt primaire qu'on a dans notre pays, c'est plus compliqué à mettre en place. Mais il y a certaines initiatives dans le sud-ouest de la France qui mettent en place ce label. Après, l'agroforesterie ou les jardins fruitiers aussi se mettent bien en place en France. Maintenant, il y a une forte tendance dessus. Ouais. L'idée, c'est vraiment de cultiver ces plantes tinctoriales sous les arbres en France. Super. Moi, c'est génial. Enfin bref, je suis passionnée. Ouais. Ça fait 15 minutes là. Il y a énormément de choses. Et donc vous êtes là aujourd'hui vous êtes avec votre mari dans l'entreprise. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent avec vous? Alors, on est 10 salariés, mais on a 60 investisseurs. Donc finalement, l'aventure Le Rouge Français, elle est partagée avec 70 personnes en interne et bien évidemment tous nos clients, nos partenaires, nos distributeurs. Oui, j'ai évoqué l'hôtellerie, travel retail, parfumerie sélective, mais on a aussi des concept stores, des personnes très engagées qui ont leur propre boutique, qui nous intègrent et qui croient en notre innovation. D'accord, ok. Et alors, il y a un énorme critère sur l'exigence et la traçabilité des produits, donc qui viennent de partout. Est-ce qu'il y a quelqu'un entre vous et les produits du coup? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de vous sourcer comme un intermédiaire, quelqu'un qui soit vraiment spécialisé là-dedans, ou c'est vraiment vous en interne qui vous occupez de toute la traça de chacune de vos matières premières? Alors, on a un projet à venir, mais qui n'est pas encore développé par faute de temps. Avec un très grand explorateur qui va à travers le monde à la recherche de nouvelles cultures ancestrales et de, on va dire, histoires incroyables. Mais il pourrait nous ramener des plantes qu'on n'a pas dans notre bibliothèque, mais celles qu'on a et que j'ai évoquées de plus de 250 plantes, c'est nous qui l'avons sourcée en direct. C'est vraiment moi, mes équipes. Donc comme vous, Pauline, je suis une passionnée des plantes tinctoriales. Donc j'ai lu tous les livres qui existent sur le marché. J'ai aussi interviewé tous les acteurs. Donc votre podcast, je le connais par cœur et tous vos intervenants, je les connais très bien. Et c'est vrai que j'ai fait une thèse sur les plantes tinctoriales pour aller les rechercher. Et de bouche à oreille, de réseau, j'ai pu trouver les agriculteurs, les sourcings parfaits, les qualifier, parfois investir aussi pour les aider à créer des fiches techniques, des fiches de sécurité, faire des tests microbiologiques pour que tout puisse s'appliquer à la cosmétique, parce que c'est vrai que c'est un secteur qui est fortement développé, enfin qui commence pas assez, fortement c'est le mauvais mot, mais pas assez, mais qui est développé dans le textile, notamment sur la teinture tissu, mais qui a très très peu d'autres applications. Or, la couleur végétale, elle peut être appliquée dans tous les domaines. Donc, j'en suis la preuve même avec la cosmétique, en tant que pionnière dans ce domaine. Mais l'idée, c'est aussi qu'on puisse soutenir l'industrie du textile. J'ai notamment une collaboration avec S-Mode pour monter plus tard aussi une filière d'apprentissage sur la couleur végétale pour que les futures générations de designers
puissent l'utiliser. Ce qu'on fait déjà avec ITM, hein, une école de maquillage pour que les futurs maquilleurs connaissent et apprennent la couleur végétale, parce que c'est pas du tout aujourd'hui dans les cursus. Hein. Donc on a à cœur aussi de développer ces partenariats pour faire de la pédagogie, on va dire dès la naissance des créateurs, et aussi de pouvoir l'appliquer à d'autres domaines comme la lunetterie, puisque effectivement les lunettes de soleil sont teintées avec du pigment issu de la synthèse chimique, ou même des biomatériaux. Oui. Là, il y a des secteurs énormes comme l'automobile, l'aéronautique. Donc, être expert de la couleur, c'est s'ouvrir à tous ces domaines, puisque la couleur nous entoure et elle est partout dans notre vie au quotidien. Le fait d'avoir des brevets sur donc des produits de maquillage contenant des plantes tinctoriales, en fait, comme c'est breveté, il n'y a pas grand monde qui peut se lancer sur le maquillage en couleur végétale. Donc vous êtes la seule et vous allez le rester le temps que les brevets sont... L'idée c'est ça, c'est quand on est pionnier dans un domaine de pouvoir se protéger au maximum. C'est la course à l'innovation, la cosmétique. Donc il faut être certes les premiers, mais aussi garder son innovation sur la longueur. L'idée là, c'est de pouvoir licencier les brevets. Donc on peut effectivement collaborer avec d'autres marques. On est aussi une jeune start-up, on a levé des fonds, on veut se développer, aller le plus loin possible, mais c'est la bataille en termes de budget sur la communication, le marketing, les lancements produits toujours innovés. Donc à terme, être adossé aussi d'un grand groupe sera peut-être potentiellement nécessaire, et donc ce grand groupe pourra intégrer aussi nos process green tech, nos innovations dans leur gamme. Donc oui, on est pionnier et leader, on souhaite le rester. L'idée, c'est de montrer un chemin, de révolutionner l'ensemble de la beauté et que les grands groupes puissent se mettre aussi à intégrer cette innovation. Donc, on peut licencier dans d'autres domaines comme l'automobile, l'aéronautique, nos process, mais nos formules en cosmétique peuvent être aussi licenciées à d'autres marques. D'accord, ok. Ouais, hyper passionnant. Et je voulais savoir, donc vous avez parlé de 250 plantes que vous avez. Est-ce que vous pourriez nous en citer quelques-unes et des applications sur lesquelles s'il n'y a pas de secret d'ailleurs, mais je vois sur votre site à chaque fois vous mettez un peu les plantes et dans quels produits ils sont utilisés. Je trouve que ce serait sympa de voir ce que vous utilisez par type de produit de maquillage ou... Bien sûr, oui. Non, en fait, en cosmétique, il n'y a pas de confidentialité hormis la quantification, mais tout ce qui est qualitatif est une obligation légale. C'est-à-dire que en produits de cosmétique, vous avez ce qu'on appelle les INCI, INCI, qui est la liste des ingrédients et qui doit être mentionné en public sur votre packaging secondaire et sur votre site internet. Donc, effectivement, toutes les plantes qu'on utilise sont bien listées. Et elles ont des propriétés colorielles, mais aussi biologiques, bénéfiques pour la santé. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi en faire la promotion, les mettre en avant, puisque souvent ces plantes sont hydratantes ou antioxydantes, elles vont avoir des propriétés. Donc effectivement, je vous ai mentionné la garance, qui est une plante qui donne du rouge. J'ai mentionné aussi la persicaire, qui permet d'avoir de l'indigo, du bleu nuit ou des très beaux noirs. On utilise aussi d'autres plantes comme par exemple le réséda pour donner du jaune qui est beaucoup cultivé en France. Et on a aussi effectivement ce roku, cet arbre à rouge à lèvres qui donne des oranges. On a aussi différentes plantes tinctoriales comme l'orcanette, le génipapo ou alors les feuilles de crajirou. Vous ne connaissez pas? Non, c'est les deux dernières, je les connais pas. Génipapo et crajinou. C'est du noir intense, c'est magnifique. On dit génipapo aussi. Et les tribus ancestrales, on utilise en tatouage. C'était aussi déjà pour magnifier la peau et faire des tatouages qui sont plus ou moins éphémères. Ça tient quand même pas mal. Et le crajirou, c'est une feuille qui est utilisée par les Amérindiens qui permet de faire du blush. Au XVIIIe siècle, les Amérindiens exportaient à la cour royale ces plantes pour créer des produits de maquillage. Ça n'a rien à voir. Ah non, mais c'est dingue. C'est génial. Et donc, vous avez d'autres noms comme ça un peu nouveaux, parce que c'est vrai que dans les épisodes de podcast, on est beaucoup sur les mêmes. Là, vous nous apportez de l'exotisme. Vous en avez d'autres à nous citer? Alors, je me souviens plus son petit nom latin, mais qui est dans les steppes, utilisé aussi par certaines populations pour faire du rouge à lèvres, qui donne un beau rose. On a aussi le curcuma, classiquement, curcuma qui est une épice qui va teinter
On peut utiliser aussi des écorces, comme l'écorce brasiline, qui est une écorce qui va donner un pourpre. L'hibiscus, qui est intégré par exemple dans notre produit Mauna Loa, qui est un rouge à lèvres qui va être rouge volcanique, puisque Mauna Loa c'est le nom d'une île en Polynésie. Le rouge vif comme de la lave volcanique pourra sublimer vos lèvres. Et l'hibiscus c'est aussi utilisé en Polynésie en boisson. Par exemple, on appelle ça le carcadé, donc qui va donner une belle teinte pourpre rouge volcanique. On utilise aussi le châtaignier, qui est issu de la Corse, qui va être intégré dans le produit castanea, qui veut dire châtaignier en Corse, qui donne des très beaux nudes. Et les extraits de châtaignier sont aussi avec des propriétés biologiques incroyables, notamment antioxydants, qui peuvent être utilisés pour anti-vieillissement, et notamment le fond de teint qui va en contenir, qui permet aussi de sublimer la peau sur des tons beiges de différentes carnations. Voilà, c'est quelques exemples Top. assez sympas qu'on utilise en couleur végétale. Vous avez dit en introduction que contrairement à d'autres marques de cosmétiques, vous n'utilisiez pas les colorants minéraux. C'est essentiellement parce que les colorants minéraux sont moins renouvelables, ou est-ce qu'il y a des notions aussi de santé par rapport entre un pigment naturel issu des plantes et un pigment minéral? Est-ce que le fait que ce soit des colorants minéraux, il y a un truc sur la santé? Ce que j'ai évoqué, c'est que effectivement les pigments minéraux ne sont pas durables puisqu'ils sont extraits du sol. Maintenant, moi j'ai aucun souci avec les pigments minéraux. D'un point de vue santé, c'est plutôt inerte. C'est pas du vivant, mais c'est inerte. Donc on va dire qu'il n'y a pas de bénéfice, mais cependant pas non plus de, on va dire, problématique de controverse. C'est plus le mica que j'évoquais, qui est constamment intégré en fait dans les maquillages qui contiennent du minéral. Donc le mica, M-I-C-A, lui est controversé pour l'éthique. Et c'est ça qui m'a pas vraiment plu par rapport aux filières de sourcing, notamment en Inde, où le travail de jeunes populations est très dur à contrôler, alors que quand on est sur une plante, on est durable. Ensuite, on a aussi besoin de beaucoup d'eau pour extraire le minéral du sol. Donc en termes d'éco-responsabilité, ça peut poser aussi des soucis. Ensuite, moi en minéral, c'est pas tant les oxydes de fer que j'accepte, c'est plus ce mica ou alors le dioxyde de titane que j'ai banni aussi et breveté des alternatives, puisque c'est un anticorrosif que l'on retrouve dans la carlingue des avions, qui est interdit en agroalimentaire depuis plus de 2 ans. Sachant que le rouge à lèvres, on en mange 4 kilos dans la vie d'une femme, à peu près. Il y a des femmes qui en mangent plus ou moins selon leur rituel de maquillage, effectivement, qui est interdit en alimentaire. Donc, on a même dans son dentifrice, donc je vous vois effaré, mais regardez votre dentifrice, c'est dioxyde de titane, on dit titanium dioxide en latin, ou TiO2 de son petit nom. Donc, dans la liste INCI, la liste des ingrédients, si vous voyez ça, je vous conseille d'en prendre 100. Ça existe aujourd'hui. Mais il y en a moi je prends avec Respire, je pense qu'ils sont sans ça. Ouais, je fais attention, mais d'accord, ok. Non, du coup, on a bien fait de le préciser parce que Muto, elle fait attention vraiment à ses compositions. Où ils sont fabriqués du coup vos cosmétiques? Alors, ils sont fabriqués à Marseille, puisque notre laboratoire est vraiment à Marseille en interne, face au Vieux-Port. Et sinon, après donc les POC, les preuves de concept, on fait un transfert de procédés, un scale-up, une montée en échelle en Normandie, dans notre usine qui est en sous-traitance, où on a un savoir-faire qu'on a développé en commun. Donc tout est fabriqué en France, même les packaging, puisque ce que je n'ai pas évoqué, c'est puisque c'est un peu en dehors du sujet de la couleur végétale, mais on a aussi des packaging qui sont issus de sources végétales, qui sont biosourcés, notamment à l'huile de ricin. Donc là, on n'est pas sur la couleur, on est sur de la transparence, puisque l'huile de ricin est la seule matière biosourcée. Polymérisée ne va donner aucun jaune, qui va être vraiment très pur. C'est un monomère. Donc, vous connaissez la fécule de pomme de terre ou l'amidon de maïs qui va donner les sacs de course un aspect un peu jaunâtre ou un peu mat. Ici, on est sur de la transparence pure comme du verre, donc vraiment transparent à l'image de nos formules. Et on a développé un moule en France, pure made in France, puisque aujourd'hui, plus de 90%, voire plus, je pense, des packaging en maquillage sont sourcés en Asie, en Chine notamment. Nous, on a fait le pari du made in France en
prenant un risque et un investissement dès le début sur un packaging à façon avec un moule qui est rechargeable. Donc, on va être biosourcé végétal, mais aussi rechargeable pour consommer moins de packaging, avoir moins de déchets, pour que la personne aussi soit en cohérence avec ses valeurs sur l'éco-responsabilité, et bien sûr recyclable. Et il est complet ce projet, c'est un truc de dingue. Il y a pas une faille pour l'instant. Là, c'est incroyable. Franchement, j'en reviens pas tout ça enfin, c'est incroyable. C'est vraiment hyper complet, c'est génial. N'hésitez pas à nous rejoindre. Je cherche du travail. Voilà. Non mais franchement c'est incroyable, c'est vraiment jusqu'au bout, je suis vraiment hyper agréablement surpris. Je sais pas quand sera posté le podcast, mais on a un poste d'ouvert en communication, relations presse, brand content management sur les réseaux sociaux et un poste de chef de projet formulation au laboratoire, justement pour ces process sur les plantes tinctoriales et les formules de maquillage. Voilà, je fais ma petite pub. Ouais, il faut, c'est hyper bien. Non, top. Donc du coup, fabriqué en France, ça va jusqu'au packaging. En gros, pour poser ma question, vous êtes bien les seuls à travailler cosmétiques en végétal en France. Oui, sur la couleur, puisqu'après, toutes les marques utilisent et mettent en avant des plantes, des fleurs, même les très grandes marques conventionnelles qui ont des pigments issus de la synthèse chimique. Ah, d'accord. Est-ce que dans le monde, il y a d'autres marques comme la vôtre? En fait, vos concurrents ne peuvent pas être en France. Est-ce qu'il y en a d'autres dans le monde? Non, du tout. En fait, on n'a pas de concurrents directs. Ça va être beaucoup de concurrents indirects sur le bio, sur le vegan. Mais vraiment, notre axe de différenciation sur la couleur végétale et aussi le fait d'être premium luxe sur cet axe-là et même le bio. Il y a aucune marque aujourd'hui qui est très premium, qui va avoir des certifications, des labels Cosmos organiques. On est les seuls. Incroyable. En fait, pour faire un parallèle avec un nouveau secteur qu'on découvre dans le podcast sur la couleur végétale, on a découvert tout ce qui est coloration capillaire 100% végétale. Et en fait, elles disent un peu comme vous, c'est-à-dire que il y a la partie où vous avez parlé de coloriel, mais aussi de bénéfices pour la santé. Et en fait, c'est vrai que sur la coloration capillaire, c'est l'argument qui ressort tout le temps. Je suppose que vous aussi, dans la cosmétique, le fait d'utiliser certaines plantes, ça apporte des soins supplémentaires. En 2-3 mots, c'est quoi vraiment le soin qu'apportent les plantes sur du maquillage? Alors, ça va être ce que j'évoquais tout à l'heure vraiment sur les propriétés de certaines plantes, notamment antioxydantes, qui vont permettre de régénérer la peau, de la protéger et aussi de la redynamiser. D'ailleurs, on mélange parfois avec des probiotiques qui permet un rééquilibre de la flore et de régénérer cette flore, ou même de l'acide hyaluronique, un bas poids moléculaire qui permet vraiment de pénétrer dans les couches supérieures de l'épiderme et d'activer des molécules pour la régénérescence de la peau. Et l'effet plump sur les lèvres que certaines femmes adorent. Et après, il y a ces propriétés d'hydratation. Voilà, le curcuma, c'est connu, c'est une épice qu'on met dans notre alimentation qui est antioxydante. Et l'hydratation aussi qui va être faite par exemple notamment par la garance. On utilise des plantes qui ont des propriétés biologiques parce que aussi il y a une diversité de sourcing. On peut utiliser des racines, des fleurs, des graines, des écorces. Les plantes tinctoriales, c'est vraiment toutes les parties de la plante. Et donc elles ont des propriétés biologiques différentes à chaque fois en fonction de leur source et des parties de la plante. On a un petit peu parlé de votre écosystème, de vos partenaires, donc notamment votre là où vous fabriquez donc à Marseille et en Normandie. Vous avez des partenaires autres que, donc vous m'avez dit il n'y a pas d'intermédiaire entre les plantes que vous ressourcez en France et dans le monde. C'est vous en fait, il n'y a pas d'acteurs intermédiaires. C'est qui vos partenaires aujourd'hui? C'est essentiellement vos 2 usines et vos fournisseurs de matières premières. Oui. On a à cœur de faire des partenariats avec des agriculteurs locaux. Notamment, on a 2 jeunes filles qui sont incroyables. Je pense que vous les avez interviewées aussi en Provence, avec qui on travaille. On a vraiment des agriculteurs aussi en Charente-Maritime. L'idée, c'est de pouvoir anticiper nos besoins d'une année sur l'autre et de promouvoir cette agriculture française
pouvoir remettre des champs en place. C'est vrai que ces nouvelles générations, c'est notre espoir. C'est eux qui vont permettre de développer ces industries de la cosmétique, de l'alimentaire, du textile ou de tout ce qui est biomatériaux en couleur végétale. Donc voilà, il est important de les soutenir. On travaille aussi en partenariat avec Fleurs d'Allage dans le 93, qui est aussi une société qui a une mission sociale sur de la réinsertion, notamment des travailleurs en réinsertion sociale qui vont se former à la botanique, à la culture de fleurs coupées, mais aussi nous on leur apporte cette expertise plante tinctoriale avec des jardins qui vont être des jardins pédagogiques et de conservation, un peu comme le jardin de Loris, alors en beaucoup plus petit, parce que celui-là il est quand même assez iconique et historique avec des espèces incroyables. Mais c'est vrai que là, voilà, pour les enfants, les personnes âgées en EHPAD, de pouvoir aussi avoir cette pédagogie sur les couleurs végétales et les plantes, faire des ateliers et après faire de la culture en grande échelle, donc soit en hors sol pour éviter les pesticides et rester bio, ou sur des champs qui ont les critères avec les carottages, les analyses microbiologiques qui vont bien pour être certifiables bio. Du coup, derrière, les personnes qui sont formées à la botanique sont aussi formées à la teinture végétale pour pouvoir faire des ateliers justement dans les écoles ou les maisons de retraite, pour pouvoir vraiment aussi avoir cette mission sociale derrière et de pédagogie. D'accord. Donc ça, c'est des partenaires, des projets iconiques assez intéressants qu'on développe. Mais après, on a aussi tout ce qui est image. On collabore avec d'autres marques en cosmétique, mais aussi en mode et fashion. Là, on a scellé un partenariat avec Oscar de la Renta, qui est un des plus grands designers aux États-Unis notamment. C'est le Chanel américain, j'aime à dire, même s'il faut pas le dire, mais voilà, c'est 8 millions de followers sur Instagram. Ils habillent les princesses, les impératrices, les grandes dames politiques de ce monde. Et donc, ils ont aussi un univers très floral. Donc, c'est un beau partenariat qu'on fait avec eux. Et on a aussi l'Opéra de Paris avec des danseuses étoiles, des célébrités. Enfin voilà, aujourd'hui, on a tout un panel de partenaires incroyables qui soutiennent ces innovations, cette excellence à la française. Incroyable. Transmission, on en a parlé. Écosystème, on en a parlé. Moi, j'avais quand même une question. Selon vous, pourquoi la couleur végétale, elle n'est pas revenue davantage dans tous les domaines d'application sur lesquels elle peut aller jouer? Comment ça se fait que c'est pas plus développé que ça, alors que vous êtes la preuve vivante que voilà, ça tient, c'est de bonne qualité, c'est en plus ça procure des soins. Dans la coloration capillaire, on n'entend que du positif. Dans la teinture, voilà, on est en train de découvrir qu'en plus de teinter, ça apporte notamment des propriétés en plus. Enfin bref, comment ça se fait que ça ne se développe pas davantage? Alors ça, c'est une question que beaucoup de mes investisseurs m'ont posée. Pourquoi vous êtes les seuls? Pourquoi vous êtes les pionniers? Moi, j'ai envie de dire que c'est à cause de l'industrie de la chimie qui finalement a pris le poids. Dans la cosmétique, c'est vraiment les années 1940, l'avènement de l'industrie, nouvelle ère industrielle, où il a fallu effectivement industrialiser les process, là où les premiers rouges à lèvres ont été mis sur le marché. Parce que finalement, la couleur végétale, elle existe depuis la nuit des temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est utilisée depuis des millénaires, des décennies. C'est éprouvé que y a des propriétés colorielles et biologiques. Par contre, voilà, c'est pas utilisé aujourd'hui parce que l'ère de la chimie a changé ce paradigme, a mis en avant des colorants qui sont stables, qui sont peu chers, qui sont on n'a pas besoin de filière de sourcing étudiée d'année en année à l'avance. Fabrique en laboratoire. C'est que maintenant, finalement, qu'on se rend compte qu'il y a des propriétés qui ne sont pas biologiques, mais plutôt controversées pour la santé, qui remettent au goût du jour nos savoir-faire ancestraux. Donc oui, c'est cet avènement de la chimie, c'est un mouvement industriel, on va dire. Et après, dans le détail, on va dire oui, ça va être le coût de production, oui, ça va être la stabilité, oui, ça va être la tenue, les teintes, la texture, ce que je vous disais tout à l'heure, les 3 T qui nous tiennent à cœur. Mais effectivement, on peut le faire puisqu'on l'a fait. Alors, ça a mis des années. Ça se fait pas en un claquement de doigts de réinventer finalement ce que nos ancêtres faisaient et de les remettre au goût du jour avec des process hyper qualifiés, stabilisés,
standardisé et en bonne qualité aussi. Mais c'est possible, oui. Et pour vous, qu'est-ce qui pourrait aider justement la couleur végétale à reprendre le dessus? Est-ce que c'est des lois? Est-ce que c'est plus de communication sur ces sujets-là parce qu'on n'en entend jamais parler? Qu'est-ce qui pourrait aider à ce que ça se démocratise davantage? Pour moi, c'est effectivement la communication avant tout, la pédagogie. C'est aussi une mission. On est dans la transmission. Moi, vous avez vu, c'est mon leitmotiv. J'ai créé la société quand j'étais enceinte, quand j'ai commencé à faire attention à cette nouvelle génération que j'avais engendrée, mais aussi que je veux partager pour toutes les les générations à venir et laisser aussi un milieu de vie en termes de santé, mais aussi d'éco-responsabilité qui soit dans des actions positives. Après, au-delà de la communication, oui, ça va être l'éveil des consciences collectives. On parlait de la crise sanitaire, du Covid, les gens font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils se mettent sur la peau. Il y a de plus en plus de cancers, alors ils vont se demander, ils vont se poser des questions, d'où ça vient? Est-ce que c'est mon mode de vie? Est-ce que c'est mon mode de consommation? L'environnement dans lequel je vis? Et revenir à quelque chose de plus naturel, des plantes, de cet équilibre de la biodiversité, va être naturellement un chemin. On va pas forcer les gens, ils vont y aller naturellement, je pense. Les grands groupes aussi vont suivre cette tendance. Quand il y a une demande, il y a une offre, donc eux, ils vont développer cette offre. Donc ça va suivre aussi. C'est juste qu'il faut l'enclencher, ce mécanisme. Ouais, c'est ça. C'est un peu trop tôt, on reste pionnier, mais encore une fois, je le disais tout à l'heure, on monte le chemin, et quand ce mécanisme, ce déclic qui va se faire, c'est toute une industrie qui va changer. Comme dans les années 1940, où on a été vers la chimie. Ouais, d'accord. C'est génial, c'est incroyable, ça a plein de bénéfices. Là, ça va être pareil, mais dans quelques années, quand il y aura plus de choix, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Lois, il y a la loi, pour le climat. Aujourd'hui, ils vont se dire, ok, il y a des objectifs, comment on va les atteindre? Ah bah tiens, si on allait vers le végétal, si on séquestrait du carbone. Le Rouge français, il a été nommé éclaireur et éclaireuse du coq vert. Donc on est aujourd'hui 10 sociétés éclaireuses en France, c'est assez peu, mais on est des porte-parole du gouvernement français pour le changement climatique. Et ça, on le fait vraiment par cette promotion du végétal et la séquestration du carbone. Moi, j'ai fait des calculs, on séquestre 80 kg de CO2 par rouge à lèvres, par produit et par an. Donc, une consommatrice qui achète un rouge à lèvres, à l'année, elle va séquestrer 80 kg de CO2. Ça, c'est des analyses de cycle de vie qui vous ont permis de faire ces calculs-là? Exactement. D'accord. Et surtout, en termes de sourcing. Et du coup, on est aussi sur... un argument marketing, ça va aussi inciter les gens finalement à se dire tiens, c'est en cohérence avec mes valeurs. C'est comme ça qu'on peut aussi avec la communication, du marketing, aussi faire prendre conscience aux gens qui peuvent avoir un impact positif au quotidien dans leur vie. D'accord, ok. Alors maintenant, Élodie, je vous propose qu'on fasse des questions un peu d'inspiration. Oui. Pour vous, qui sont les sources d'inspiration et les personnes qui vous inspirent aujourd'hui pour continuer, comme vous dites, à toujours innover, toujours garder cette part d'innovation? Faut s'inspirer quand même parce que ça tombe pas non plus du ciel. Et qu'est-ce qui vous inspire aujourd'hui? Oui, alors ça va recouper avec la genèse. Donc ma mère, Catherine, qui est partie maintenant, mais je pense qu'elle me voit toujours d'en haut. Dominique Cardon, qui m'a été depuis les débuts un grand support et qui est une vraie source d'inspiration, avec qui j'entretiens aussi des relations proches et encore aujourd'hui on a plein de projets ensemble dans nos tiroirs. Les grands explorateurs, j'en parlais tout à l'heure, comme Mike Holmes. Il y a vraiment aussi pas mal de personnes qui se mettent à voyager à travers les pays, à s'inspirer encore de cultures ancestrales qui existent aujourd'hui sur notre planète et qui ont beaucoup à nous apprendre. Et il y a aussi Chantal Baudron, qui est la première femme business angel de France, qui est passionnée de botanique, qui a même un rosier à son nom, qui est une de nos investisseurs, qui a rejoint le Rouge français à ses débuts. Et toutes ces autres femmes aussi qui font partie du Rouge français, donc de femmes business angel, qui nous ont fait confiance, qui sont des grandes sources d'inspiration pour moi, ou même la famille Richard avec Nathalie. Voilà, c'est vraiment ces gens-là qui sont des grandes sources d'inspiration.
tous mes investisseurs qui finalement me coachent, me mentorent au quotidien et me soutiennent. Après, il y a aussi cette motivation et inspiration qu'on se crée avec mon mari, puisque c'est un projet familial. Et il y a des hauts, des bas. C'est pas toujours évident d'avoir cet équilibre, puisque quand on est passionné, on va dire que le projet professionnel grignote sur le projet personnel, notre vie personnelle. Mais on est tous deux passionnés, et c'est vrai qu'on arrive à garder cette motivation au quotidien. Et qui permet de continuer à être inspiré, à être créatif, à développer des nouveaux produits. Donc cette communication finalement dans notre vie au quotidien. Canon. Et est-ce que pour vous aujourd'hui il y a quelqu'un qui fédère autour de la couleur végétale? Vous? Non mais en vrai, est-ce qu'il y a quelqu'un qui rassemble toutes ces applications, qui en parle, parce que moi je pense c'est très segmenté, y a pas de monopole. C'est vrai que dans toutes les industries, il y a des monopoles. Chez nous, en couleur végétale, très peu. C'est souvent aussi des gens passionnés, mais qui sont sur des process artisanaux, très peu industrialisés, finalement aussi peu médiatisés, qui vont faire de la communication en local. Et des réseaux, non, il y en a pas énormément. Après, plus on va sortir d'applications, de débouchés, de créer des business models rentables autour de la couleur végétale, et plus effectivement il y aura quelqu'un qui va reprendre un réseau qui fédère plus. Mais aujourd'hui, non, c'est assez fragmenté. Il y a tout à construire. Si vous étiez une plante tinctoriale, vous qui en connaissez quand même, vous êtes une passionnée, vous avez dit 250 plantes, je suis encore sous le choc, laquelle vous seriez et pourquoi? Oh, moi, je serais la Garance, c'est sûr. Je serais la Garance. De mes petites racines, je sortirais ma couleur rouge, rouge de la passion, rouge de la beauté, de l'amour, puisque le rouge, dans certaines cultures, c'est aussi la couleur de l'amour. Et c'est vrai que Cléopâtre, une des plus belles femmes au monde, m'utilisait déjà pour se sublimer. La Garance, c'est aussi, comme je le disais, l'expertise incroyable et historique qu'a la France. Les garancières, c'était aussi dans le passé générateur d'emplois. Beaucoup de personnes qui retournaient, qui étaient à la terre, puisque maintenant on a ce retour à la terre, et qui employaient, des populations entières. Oui, la Garance a des propriétés aussi biologiques incroyables, et elle se décline en tellement de pantones différents. Je suis la preuve même qu'on peut avoir des Garances très très rouges qui sont applicables sur la beauté et le maquillage. Donc vous avez parlé que vous avez lu quasiment tous les livres. Quel est celui que vous recommanderiez, ou 3 que vous recommanderiez absolument aux passionnés de botanique comme nous, passionnés de couleurs végétales? Oh moi c'est les livres de Dominique, le livre de Dominique Cardon, et puis après ça va être son dernier livre. D'ailleurs, on était sponsor et cité de Paul Gou. Vos prochains projets? Vous en avez parlé un petit peu, mais lequel est le plus... L'Opéra. L'Opéra Paris. C'est le projet le plus iconique, le plus incroyable. Donc on fera une annonce officielle prochainement, mais ça va être notre projet sur 3 ans, donc qui va être rythmé par différentes collections et qui va permettre aussi de faire rayonner ce savoir-faire français à l'international, et d'avoir la chance d'avoir des égéries. Alors je vais pas révéler le nom de l'égérie, mais comme des danseuses étoiles. Donc c'est une force, et je pense que il y a qu'une marque comme nous qui est très engagée, qui aurait pu vraiment collaborer à ce niveau-là avec l'Opéra sans donation d'habitude le cas, quoi. Là on est vraiment sur une rencontre et un savoir-faire commun sur l'excellence, l'artisanat en France. Bon, pour libérer le petit bébé qui commence à s'agiter, à qui, Élodie, vous passeriez le micro? Quelqu'un qui, pour vous, a un témoignage intéressant à apporter sur la couleur végétale et qui pourrait, éclairer, donner du sens, donner une autre version. À qui vous pensez pour le passage de micro? Ce serait intéressant
Alors après, il faut savoir tout l'historique, parce que je sais que vous avez quand même pas mal de podcasters qui sont passés sur votre chaîne. Ce qui serait intéressant, c'est de avoir un jardinier qui est passionné, qui vient d'un jardin en fait de conservation, parce que c'est eux vraiment qui ont cette expertise aussi du terrain, qui voient les fleurs, les plantes tinctoriales qui sont annuelles ou pluriannuelles. La garance, vous le savez, hein, c'est 4 ans minimum pour sortir la couleur. Donc c'est des gens qui sont patients, motivés, patients et passionnés. Donc c'est jardinier. Je me souviens plus du nom, mais il y en a un à Loris par exemple, hein, le jardin. C'est Florent Valentin. C'est Florent Valentin à Loris. Je pense que c'est une personne remarquable interviewée. Bon, Dominique, c'est trop tard, hein. Michel Garcia, vous les connaissez tous, hein. Mais ils vont repasser. Ils sont tellement passionnants qu'on peut les interviewer sur plein de facettes différentes. Donc non, ils vont revenir. Exactement. Sinon, je parlais de Fleur d'Alage tout à l'heure, de l'école S-Mode. Dans quelques mois, on pourra faire des interviews spécifiques sur effectivement les nouvelles filières de pédagogie sur les plantes tinctoriales. Ok, d'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup Élodie. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!